comme tu l'as dit, ce qui avait été mon sujet de thèse donc, il y a bien longtemps, puisque les travaux, au début, ce que je vais raconter ici, c'est entre 1974 et 1983. C'était une époque où on pouvait s'offrir le luxe de passer 9 ans pour faire une thèse. Mais c'était des grosses thèses. Hein. Et donc, ce sujet, je le croyais assez endormi. Et puis, on va dire, depuis 10 ou 15 ans, c'est un sujet qui a stimulé l'émergence des technologies quantiques, comme tu le dis. Et donc, j'ai aussi pas mal contribué à lobbyer à Bruxelles avec un certain nombre de collègues européens pour convaincre les commissaires européens que, vu les gros efforts qui sont faits en Chine et aux États-Unis, l'Europe ne pouvait pas se permettre de rester à côté de cette recherche actuelle sur les technologies quantiques. Donc, l'exposé aujourd'hui va partir précisément de ces questions qui étaient des questions que je peux dire académiques, épistémologiques presque à la limite, sauf qu'on y a répondu de façon comme des physiciens. Et puis, à la fin, je vous montrerai l'impact, un tout petit peu, l'impact que ça a sur les technologies quantiques. Alors, commençons. Voilà mon plan. Je vais d'abord, donc aujourd'hui on parle beaucoup d'information quantique, de technologie quantique, et donc en 2 mots je vais dire comment ça a émergé, et puis essentiellement avec le débat Bohr-Einstein qui a duré de 1935 jusqu'à la mort de nos 2 héros, donc dans la fin des années 50, je ne me rappelle plus les dates exactes, mais à la fin des années 50, et, ah oui il m'a dit de ne pas trop bouger là-haut. Et puis donc les expériences, et puis je parlerai à la fin de la seconde révolution quantique. Alors bien sûr, personne n'est choqué que j'ai des transparents en anglais. Je fais régulièrement cette conférence un peu partout dans le monde. J'ai essayé pendant un certain temps de mener en parallèle les transparents anglais et les transparents français. C'est infernal parce que je ne peux pas m'empêcher de corriger au dernier moment. Donc voilà, c'est en anglais. Alors, quand on tape, il y a quelques années, là, au moins 2 ou 3 ans, j'ai tapé Quantum Information sur ce moteur de recherche. Il revient quand même pas moins de 55 millions de réponses. Et j'en ai sélectionné quelques-unes qui, je crois, sont symboliques des endroits où on parle de l'information quantique. Alors d'abord, il y a un journal de Quantum Information. Le New York Times en parle, donc ça veut dire que c'est vraiment important, hein, parce que ça se jauge à ça aujourd'hui. Mais vous avez un institut pour l'information quantique à Caltech. Vous en avez un à MIT, vous en avez un à Cambridge en Angleterre, donc c'est dire que, voilà. Alors, la dernière fois où j'ai donné un topo comme ça, c'était à Nice. Il y avait une conférence internationale à Nice, et le chauffeur de taxi me dit où vous allez. Je dis j'avais une conférence, mais de physique, tu vois. Le gars m'a dit dites donc, vous êtes au courant de ces histoires d'ordinateurs quantiques? Alors tu vois, même le chauffeur de taxi de Nice s'intéresse à l'information quantique. C'est quand même formidable. Donc voilà les héros qui ont permis l'émergence de ce sujet. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Einstein, avec ses jeunes collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, qui en 1935 écrit un article dont le titre « Est-ce que la description quantique de la réalité physique doit être considérée comme complète ?» Et je vais en parler plus longuement après. Et Niels Bohr se sent personnellement agressé par cet article et il va répondre 3 mois plus tard avec un article dans le même Physical Review avec le même titre. Alors, il faut lire le compte rendu de Rosenfeld, qui était collaborateur proche de Bohr, qui dit que Bohr n'en dormait plus de trouver une réponse à l'article d'Einstein, Podolsky et Rosen. Donc, Bohr a vraiment senti que c'était quelque chose de très important. Schrödinger a apporté son grain de sel. Alors, il est assez marrant, l'article de Schrödinger. Ah oui, il m'a dit de ne pas bouger. Il est assez marrant, l'article de Schrödinger, parce qu'il commence pour dire « Je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire » et cet article n'est pas vraiment capable de clarifier la question. Je pense même qu'il va la rendre encore plus obscure. C'est l'introduction du papier de Schrödinger. Donc, Schrödinger a compris que c'était très important. Et puis, à part ça, comme je vais vous raconter, il ne s'est plus rien passé jusqu'à l'apparition sur la scène de John Bell en 1965.
Et ce que John Bell a compris, ce que tous ces gens et John Bell ont compris, c'est que l'intrication est différente. Alors vous allez me dire différente de quoi? Ben, différente des concepts qu'on avait en physique jusqu'à cette époque-là. C'est un peu, j'ai parodié Anderson qui dit more is different ou quelque chose comme ça. Bien. Et puis un nouveau personnage apparaît sur la scène en 1982, c'est Feynman. Alors c'est assez intéressant. Tu me donnes 2 heures là. Hein? Non, mais je vais faire. Si je commence à raconter ça, ça va faire un peu plus qu'1 heure. Mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Feynman, dans Lectures on Physics, qui est paru en 1961 ou 62, présente la dualité en 2 particules pour une particule et dit c'est très mystérieux et il y a là la totalité du mystère de la physique quantique. Donc on est en 1961. En 1982, Feynman écrit un article qui s'appelle Simulating Physics with Computers, peu importe le titre, dans lequel il dit « Toute ma vie, je me suis planté en ne m'apercevant pas qu'il y a un autre truc qui est drôlement mystérieux, et c'est l'intrication. » Et Feynman étant Feynman, à partir du moment où il dit « Il y a ce machin-là qui est radicalement différent, on va en faire quelque chose. » Donc à ma connaissance, c'est Feynman qui est le premier qui a dit puisque c'est tellement différent des concepts précédents, on doit pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et ce papier de Feynman est considéré comme le papier fondateur de l'information quantique, parce qu'il a dit ça. Il a dit, avec l'intrication, on doit arriver à faire plus. Voilà. Bon, donc on va rentrer dans le détail maintenant du débat Bohr-Einstein et test des inégalités de Bell sur l'intrication. Alors j'ai donné quelques références là pour les curieux. Il y a ce magnifique livre, si on est intéressé, c'est le recueil des articles de Bell, non pas des articles techniques, parce que Bell était un grand théoricien, mais comme il dit, pendant le week-end, il réfléchissait. Pendant la semaine, il faisait son boulot, et pendant le week-end, il réfléchissait. Et donc, il a écrit des tas d'articles sur les fondements de la mécanique quantique, qui sont pleins d'un humour magnifique, c'est un humour britannique formidable, et bon, voilà. En plus, le seul inconvénient de ce livre, c'est que c'est moi qui ai fait la préface, donc, mais vous pouvez la sauter. Voilà. Il y a un livre de Nicolas Gisin, dont il y a une version française qui s'appelle Le hasard quantique, ou quelque chose comme ça, que j'aime beaucoup, et comme je l'aime beaucoup, j'ai écrit la préface aussi. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant. C'est un livre de vulgarisation au très bon sens du mot, c'est quand même une vulgarisation pour des gens qui sont un petit peu motivés, mais c'est quand même de la vulgarisation. Je le recommande fortement, et vous n'êtes pas obligé de le lire en anglais, vous pouvez le lire en français, ça s'appelle Le hasard essentiel ou Le hasard quantique ou quelque chose comme ça. Enfin, pour ceux qui voudraient voir développer les calculs que je vais rapidement esquisser ici, je vous recommande cet excellent livre avec les auteurs Gilbert Grimbert, Claude Fabre et Alain Aspect. Et là, j'ai l'honneur de toucher des droits d'auteur, ce qui fait que si vous achetez ce livre, je touche de quoi me payer un café. Donc achetez-en beaucoup, comme ça je pourrais me payer beaucoup de café. Alors si vous êtes radin, que vous ne voulez même pas m'offrir un café, vous allez sur ma page web et vous avez les extraits de ce bouquin gratuitement sur ce sujet-là. Non, j'ai l'autorisation. Non, ils m'ont donné l'autorisation, Cambridge. C'est des extraits, voilà. Bon, allez, rentrons dans le vif. Ah, il y a un autre bouquin que je ne saurais trop vous recommander, c'est celui-là. Parce que je commence ici en disant que Einstein a apporté une contribution essentielle à la physique quantique, et ça, c'est remarquablement expliqué dans ce livre de Douglas Stone, qui est un très bon physicien de la matière condensée, qui travaille à Yale, et qui m'a expliqué, je le connais personnellement, il est tombé de la chaise quand il a regardé en détail toutes les contributions d'Einstein. On a tendance à dire Einstein, la mécanique quantique, il n'a rien compris, les seuls trucs importants qu'il ait fait, c'est la relativité. Pas du tout. Jusqu'au moment où émerge la mécanique quantique moderne, c'est-à-dire en 1925. Ça, il l'a raté, Schrödinger, Heisenberg, Einstein. Mais jusqu'à 1924, c'est certainement Einstein qui a le plus apporté au développement des idées quantiques. Et il faut lire ce livre, je vous le recommande. Donc, Einstein, il commence par des contributions fondamentales, à commencer par la notion de photon, quantum de lumière. Mais encore une fois, jusqu'à 1924, Einstein est celui qui, de très loin, comprend le mieux en quoi les idées quantiques sont révolutionnaires.
Et puis, 1925, il y a donc le développement de la physique quantique telle qu'on la connaît, avec Heisenberg, Schrödinger, puis les autres, puis Bohr derrière, hein, qui est le père, le pape, là, qui tire les ficelles. Et Einstein n'aime pas du tout ça. Ce qu'il n'aime pas du tout, il n'a aucun problème avec le formalisme mathématique, mais ce qu'il n'aime pas du tout, c'est toute l'interprétation épistémologique qui est donnée dans ce qu'on appelle l'école de Copenhague. C'est grosso modo les disciples de Bohr qui sont autour de lui à Copenhague. Là. Et donc, Einstein en particulier, il n'arrive pas à accepter l'idée des relations de Heisenberg, des relations dites d'incertitude. Je n'aime pas les appeler relations d'incertitude, je les appelle relations de dispersion de Heisenberg, mais bon, peu importe. Et il n'aime pas ça du tout, et il va essayer de trouver une autocontradiction à l'intérieur du formalisme quantique, et là, il va échouer. On raconte les histoires du congrès Solvay, où Einstein arrive avec une expérience de pensée, Bohr n'endort pas de la nuit, revient le lendemain matin avec une explication pour dire « mais non, mais non, mais non ». Bon. Donc, ça échoue. Alors, c'est très important ce que je vous dis, parce que cette histoire de relation de Heisenberg, c'est relatif à une particule quantique. C'est la dualité onde-particule pour une particule. Et en 1935, il va découvrir quelque chose d'extraordinaire quand, au lieu d'en considérer une, on en considère deux. Il va découvrir l'intrication. Et à partir de l'intrication, là, il va arriver à porter une attaque à la physique quantique qui, je dirais, s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. On peut en discuter, mais en tout cas, à la différence des attaques précédentes où tout le monde est d'accord que Bohr a répondu, il n'y a pas à discuter. En revanche, ça, on peut toujours en discuter, et en tout cas, ça a stimulé l'émergence de ce domaine qui est l'information quantique. Alors, allons-y. Quelle est la question qui est posée par Einstein et ses collègues? Vous savez tous que la mécanique quantique fait des prévisions généralement de nature probabiliste, c'est-à-dire, vous dites, j'envoie un atome d'argent sur un aimant, et puis il a une certaine probabilité de sortir en haut, une certaine probabilité de sortir en bas. Et donc, Einstein se pose la question, il faut voir qu'Einstein a fait des travaux considérables en physique statistique. Donc Einstein se pose la question, est-ce que ceci ne veut pas tout simplement dire que la mécanique quantique est une espèce de physique statistique d'un niveau sous-jacent qui reste à découvrir? Si on décrit la distribution des vitesses des molécules qui sont dans cette pièce par des distributions de Maxwell-Boltzmann, on pense au fond de nous que chaque molécule a une vitesse, mais c'est très compliqué à décrire, donc par commodité, on fait une description statistique. Et Einstein se pose la question, est-ce que le fait que ça fasse des prévisions probabilistes n'est pas simplement le signe qu'il existe un niveau sous-jacent, plus précis, dans lequel on introduit des paramètres supplémentaires que certains appellent des variables cachées, peu importe. Et avec cet article de 1935, Einstein et ses collègues pensent qu'ils peuvent répondre positivement à la question, c'est-à-dire ils pensent, et c'est ça que je vais vous démontrer. Bohr s'oppose immédiatement à cette conclusion, et puis il va falloir attendre l'apparition de Bell, donc 30 ans plus tard, pour qu'on voit comment régler le débat. Alors allons-y, c'est quoi le modèle Einstein-Podolsky-Rosen? Alors c'est pas ça, hein. C'est... Pourquoi je présente ça? Parce que c'est comme ça que les expériences ont été faites, mais je vous garantis que ça traduit l'essence du problème Einstein-Podolsky-Rosen. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un photon qui va vers la gauche et un photon qui va vers la droite, on a donc deux particules, deux photons qui sont mis ensemble. J'effectue sur ce photon une mesure de polarisation. Donc tout le monde sait ce qu'est une mesure de polarisation. J'ai un polariseur. Si on est polarisé suivant l'axe principal, on sort vers le haut. Si on est polarisé perpendiculairement, on sort vers le bas, puis je peux le tourner. J'ai deux canaux de sortie dans mon polariseur. Alors, si j'ai un faisceau intense, un faisceau laser, comme celui-là, qui est polarisé, eh bien, j'ai la fraction cosinus carré θ qui sort d'un côté et sinus carré θ qui sort de l'autre. Aucun problème. Mais si j'ai un photon unique, le photon unique, il ne se coupe pas cosinus θ, sinus θ. Le photon unique, il va aller d'un côté ou de l'autre. Donc, cette mesure est une mesure qui me donne soit le résultat que j'appelle plus 1, conventionnellement, soit le résultat moins 1. Mon photon arrive, il sort ou ici ou là. Et de la même façon, de l'autre côté, il sort ou ici ou là. Alors, j'ai indiqué ici A et B. A et B, c'est des vecteurs unitaires qui me permettent de spécifier l'orientation de polariseur. Je peux tourner les polariseurs, donc A et B, ça me spécifie ça. Alors,
je peux répéter ça 1 million de fois, 1 milliard si vous voulez, 10 milliards, et puis je fais des statistiques. Donc je peux déterminer la probabilité d'obtenir le résultat plus 1 lorsque ce polariseur est dans l'orientation A, puis la probabilité d'obtenir moins 1, puis là-bas. Ça, ce n'est pas le plus passionnant, vous allez le voir. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les probabilités conjointes, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour une paire donnée, on fait ça paire par paire. Quelle est la probabilité d'obtenir plus 1 et plus 1 pour les orientations A et B, donc je l'appelle P++ de AB, etc. Vous avez tous compris, j'ai 4 possibilités. Alors pour l'instant, je vous décris une expérience, il n'y a pas de physique quantique. La physique quantique arrive maintenant. Ce que découvrent Einstein, Podolsky et Rosen, c'est qu'il existe des états qui ressemblent à ça, leur n'est pas techniquement exactement celui-là, mais l'esprit est le bon. C'est ce qu'on appelle un état intriqué. Alors je le décris. X, ça me décrit un photon qui est polarisé linéairement suivant OX. Donc X, c'est une paire de photons qui sont tous les deux polarisés comme ça. Y, c'est 2 photons qui sont tous les deux polarisés comme ça. Ce qu'Einstein, Podolsky et Rosen disent, comme la mécanique quantique est linéaire, si ceci existe et si cela existe, alors ceci existe aussi. Et ça, c'est un état intriqué, et c'est un état extraordinaire. Pourquoi ? Parce que la première réaction de quelqu'un qui fait de l'électromagnétisme ou de l'optique dit « oui, ben ça plus ça, ça fait ça ». Non, non, pas du tout. Ça plus ça, vous n'arriverez jamais à l'écrire, ça ne se factorise pas. Si c'était ça, ça voudrait dire que j'ai le produit d'un photon dans cette polarisation par un photon dans cette polarisation. Et ça, vous pouvez toujours chercher à factoriser ça. C'est un état non factorisable. C'est ça, un état intriqué. Alors, vous allez voir les probabilités assez extraordinaires de ça. Donc, quelque part, si vous voulez, être à la fois ceci et cela, toute proportion gardée, c'est aussi étonnant qu'un chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Parce que c'est vraiment 2 alternatives. Dans notre monde, on ne voit pas la possibilité, quoi. Bon. Alors, vous allez voir que cet état est effectivement extraordinaire parce que une fois qu'on a écrit cet état, on sait parfaitement écrire quels sont les opérateurs associés aux mesures qu'on fait ici, et c'est un calcul assez simple. Jean-Louis avait donné un jour une épreuve d'examen, je pense, sur ce genre de choses. C'est Gilbert qui l'avait écrit. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée d'un polytechnicien moyen. Et donc, on peut calculer ces choses. Alors, si on calcule les probabilités simples, ça, vous l'avez dans mon bouquin, hein, vous trouvez 1/2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je regarde ce photon, il a autant de chances de sortir en haut qu'en bas, et ça, quelle que soit l'orientation. Donc, ça apparaît comme de la lumière totalement non polarisée. Même chose de l'autre côté, on a aléatoirement 50% de chances de sortir ici, 50% de chances de sortir là, quelle que soit l'orientation. Ce n'est pas vraiment passionnant. Mais quand vous calculez la probabilité des plus, etc., alors là, vous trouvez un truc intéressant. Parce que vous trouvez que P++ égale P-, égale 1/2 du cosinus carré de l'angle entre les 2 polariseurs. Et puis pour les autres, vous trouvez 1/2 de sinus carré. Et pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, vous pouvez vous assurer que la somme des 4 probabilités vaut bien 1. Ça ne prouve pas que c'est juste, mais ça prouve que ce n'est pas faux en tout cas. Alors, on va regarder un cas particulièrement intéressant, qui est celui où l'angle AB vaut 0, dont les 2 polariseurs sont parallèles l'un à l'autre. Que me dit ce calcul? Ce calcul me dit P++ égale P-, égale 1/2. Et là, je vous dis, ça c'est extraordinaire. Alors, je vous dis, ça prouve une corrélation totale. Vous dites, mais non, corrélation totale. Attendez, pourquoi je dis que c'est une corrélation totale? Parce que le fait que ça vaille 1/2, regardez ce qui se passe. La probabilité que ce photon sorte en haut vaut 1/2. Et si la probabilité conjointe vaut 1/2 aussi, ça veut dire que la probabilité conditionnelle de sortir en +1 ici, une fois qu'on sait que le premier est sorti ici, cette probabilité conditionnelle, elle est de 1, elle est de 100%. Donc on se retrouve dans la situation suivante, ça a l'air parfaitement aléatoire, je lance une pièce, pile ou face, ça a l'air parfaitement aléatoire, je lance une pièce, pile ou face, mais si j'ai pile ici, j'ai pile là, et si j'ai face ici, j'ai face là. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore totalement convaincus, vous voyez que les P plus moins valent 0. Donc si j'ai +1 ici, je suis certain de ne pas avoir -1 de l'autre côté. Donc tout ça est bien cohérent. Alors ici, je vais définir
un résultat un tout petit peu technique, ou plutôt une expression un tout petit peu technique, parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Vous savez tous, il m'a dit de rester au milieu, vous savez tous que quand on a deux variables aléatoires, on peut définir un coefficient de corrélation. C'est purement classique, hein, c'est des probabilités classiques. Le coefficient de corrélation, c'est quoi? C'est la moyenne du produit moins le produit des valeurs moyennes, et on normalise tout ça. D'accord? Si c'est corrélé, la moyenne du produit n'est pas égale au produit des valeurs moyennes. Alors, si vous appliquez cette définition ici, je passe sur les détails, vous apercevez que ce coefficient de corrélation, pour encore une fois des variables aléatoires classiques, hein, le fait que j'observe plus 1 ou moins 1, c'est classique. J'ai une lampe rouge, une lampe verte, en fait, ce que vous voulez. Donc, le coefficient de corrélation entre cette variable aléatoire ici et cette variable aléatoire là se met sous cette forme. Et alors, on vérifie au passage que pour l'angle 0, on obtient bien un coefficient de corrélation qui vaut 1, donc ça rassure ceux qui veulent voir les détails. Et de façon générale, quand l'angle est quelconque entre les deux polariseurs, on trouve que c'est le cosinus de l'angle double. Bon, vous verrez ça tout à l'heure, ça va nous servir. Donc, voilà, on a cette prédiction, on a cet état, on a un schéma expérimental, et là, moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre la physique avec des images, j'ai envie de dire presque avec mes tripes. Et donc, quand je vois ça, je dis, OK, les calculs, ça va acheter les faire. Maintenant, je voudrais comprendre. Je voudrais avoir une image, parce que quand j'ai des corrélations, en règle générale, j'ai toujours une explication. Je vais vous en donner un exemple dans un moment. Donc, la première question qui est la plus raisonnable, j'ai fait des calculs qui m'ont conduit à ça, est-ce que dans les calculs, je peux trouver une image? Et là, la réponse est extrêmement intéressante parce que je pense que la réponse met le doigt sur la différence essentielle entre la dualité onde-particule pour une particule et l'intrication. La réponse est que je n'arrive pas à faire d'image raisonnable. Pourquoi? Parce que le calcul, quand vous le faites bien, vous le faites dans un espace de Hilbert qui est le produit tensoriel de la première particule par l'espace des états de la deuxième. Et cet espace est un espace abstrait. Et tant que vous êtes dans cet espace abstrait, tout se déroule bien. Mais chaque fois que vous essayez, je vais vous en donner un exemple, chaque fois que vous allez essayer de vous ramener à notre espace, parce qu'après tout, comme l'a dit Acher Pérez, qui est un grand théoricien de l'optique quantique, les expériences ne se déroulent pas dans des espaces de Hilbert, elles se déroulent dans des laboratoires, si vous voulez. Et donc, chaque fois que vous essayez de revenir dans notre espace, vous avez des problèmes. Je vais vous en donner un exemple. Donc, on est embêté parce qu'on n'arrive pas à tirer une image à partir de ça. Donc voilà, c'est ça la citation d'Acher Pérez. Donc essayons quand même, insistons, essayons de faire une image dans l'espace réel et vous allez voir ce qui va nous arriver. Alors pour faire une image dans l'espace réel, je dis, bon ben supposons que la mesure à gauche intervient un peu avant la mesure à droite. Donc je fais une première mesure ici, et là je suis dans mon espace. Alors je sais que je peux avoir plus 1 ou moins 1, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, aléatoirement. Et là, comment je continue le calcul? Alors j'ouvre la Bible. Alors, je connais au moins 2 Bibles, je connais la tienne et je connais celle de Cohen-Tanucci. Et donc, quand on ouvre les bons ouvrages de mécanique quantique, eh bien, il y a ce qu'on appelle le postulat de projection ou de réduction du paquet d'ondes, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous dit qu'une fois que vous avez obtenu une mesure donnée, eh bien, vous avez un nouvel état pour le système qui est obtenu en projetant l'état initial sur le sous-espace propre associé au résultat. Et donc, ici, je n'ai pas le même sous-espace propre que ça. Alors, je le fais, et donc c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Et voilà le résultat. Si le sous-espace propre associé à ça, c'est xx plus xy, quand je projette ce machin-là, j'obtiens xx. Mais en revanche, pour le résultat moins 1, quand je projette, j'obtiens yy. Alors, vous voyez la situation. Maintenant, quand j'ai xx, ça c'est facile. Xx, c'est une paire de photons comme ça. Donc maintenant, j'ai mon deuxième photon qui est polarisé suivant x, je sais ce qui va se passer si je fais la mesure. Mais si j'avais trouvé y ici, alors j'ai y et donc j'ai y de l'autre côté. Donc on commence à comprendre les corrélations. Et puis on peut élaborer pour des angles quelconques. Hein. Donc voilà, la mesure de l'autre côté, si j'avais trouvé plus 1, je trouve plus 1. Si j'avais trouvé moins 1, je trouve moins 1. C'est ce que je vais vous raconter. Et puis, pour un angle quelconque, eh bien, vous généralisez, vous appliquez la loi de Malus et vous trouvez le 1,5 de cosinus carré θ que j'avais raconté tout à l'heure. Bien.
Donc, chouette, on a trouvé une image dans l'espace réel. Mais cette image, elle est un peu bizarre. Parce que on a l'impression que le résultat de la mesure sur le premier photon influence instantanément et à distance l'état du deuxième photon. Alors ça, vous comprenez bien, ça ne pouvait pas plaire à Einstein. Einstein est quand même découvert, inventé, je ne sais pas ce qu'il faut dire, la relativité. Donc en relativité, il n'y a pas d'influence instantanée. Or ici, on raconte une histoire qui est que jusqu'au dernier moment, le photon, on ne sait pas s'il va donner plus 1 ou moins 1, mais s'il donne plus 1, alors instantanément, l'autre qui est là-bas devient X. Par contre, s'il trouve moins 1, instantanément, l'autre qui est là-bas devient Y. Et puis la distance ne joue aucun rôle dans le problème. Ça peut être à 10 microns, 10 cm, 10 mètres, et les Chinois en ont fait une récemment à 2000 km. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on est face à ce problème. Et là, c'est là qu'Einstein dit, mais attendez, il est quand même facile de trouver un modèle. Lorsque j'ai des corrélations à distance, il ne s'agit pas de crier miracle, miracle, miracle. Il faut chercher une explication. Et on va faire une petite expérience tous ensemble. Vous allez voir, elle va marcher, j'en suis sûr. Donc, alors quelquefois, il y a des récalcitrants, ils prétendent qu'ils n'ont pas vu, ou ils sont daltoniens, ou je ne sais pas quoi, mais bon. À part cela, ça va marcher. Donc, regardez bien l'écran, et à 3, il va se passer quelque chose, et ensuite, je vous questionnerai. 1, 2, 3. Alors, si je questionne cette partie de la salle, qu'est-ce que vous avez vu? Rien, il y en a qui n'ont rien vu. Qu'est-ce que vous avez? Un point vert. Je questionne cette partie de la salle. Qu'est-ce que tu as vu? Le directeur de la recherche, normalement, il les voit bien. Qu'est-ce que tu as vu? Il a vu un point vert. C'est extraordinaire. Ils ont vu un point vert au même moment. C'est une corrélation extraordinaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une corrélation instantanée à distance, ça peut parfaitement s'interpréter en remontant dans le passé et en disant, dans le passé, il y a eu une cause commune qui s'est propagée des deux côtés. Donc ici, je peux vous faire la théorie, je peux vous faire la théorie du laser qui est là-dedans, ensuite ça se propage, ça va à l'écran, ça diffuse, c'est allé vers ici, vers là. Incontestablement, il y a eu corrélation instantanée, mais il n'y a pas de miracle. Bien. Et donc Einstein dit, écoutez, pour comprendre ces corrélations, eh bien, il suffit d'imaginer que les deux photons sont porteurs d'une même propriété physique, et c'est celle-là qui va déterminer le résultat. D'accord? Donc, très logique. Alors, Bohr est instantanément opposé à cette image. Pourtant, Einstein ne démolissait pas la physique quantique. Il disait, voilà comment je l'interprète. Bohr est instantanément opposé. Alors, pour autant qu'on puisse comprendre Bohr, et je ne crois pas que qui que ce soit capable de comprendre Bohr, c'est extrêmement confus. Non, mais c'est confus pour une bonne raison. Je veux dire, Bohr est vraiment un génie. C'est confus pour une bonne raison, c'est que Bohr ne voulait pas écrire des choses qu'il ne pensait pas parfaitement exactes. Vous savez que Bohr était un adepte de la complémentarité, et Bohr a même un jour écrit vraiment que clarté et vérité sont des variables complémentaires. Et donc Bohr faisait tous les efforts possibles pour être le plus juste possible, d'accord? Donc la clarté, 0. Néanmoins, surtout avec le recul, surtout maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, quand on lit Bohr, on voit que Bohr avait une intuition profonde du fait que s'il acceptait ça, alors la mécanique quantique allait s'effondrer. Alors ça, c'était quoi? C'était précisément introduire des variables supplémentaires, puisque en mécanique quantique, il suffit de connaître xx plus yy, et vous avez tout. Ici, vous dites qu'en plus, il y a un lambda qui n'est pas le même pour chaque paire. Donc, on complète. Et Bohr n'a jamais pu l'exprimer d'une façon claire. Ça, c'est Bell qui l'a fait beaucoup plus tard. Il n'a jamais pu l'exprimer d'une façon claire, mais on voit bien par ses écrits qu'il avait l'intuition profonde que le formalisme de la mécanique quantique s'effondrerait s'il acceptait ça. Mais à l'époque, on ne savait pas du tout. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que, d'abord, vous savez que les jeunes sont des insolents, et donc les jeunes disent « Bohr, Einstein, c'est des vieux, leur discussion, on s'en fiche ». Bien. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles la plupart des jeunes physiciens ne s'intéressent pas à ça. C'est que la mécanique quantique est certainement la théorie qui accumule le plus de succès
de toute notre histoire de la physique. On a l'impression qu'il leur suffisait de se lever le matin et d'écrire 4 équations, j'exagère, 4 équations quantiques, et ils expliquaient un jour la liaison chimique, un autre jour la radioactivité alpha, etc. Elle accumule les succès de façon phénoménale. La mécanique quantique permet de comprendre la structure de la matière, dont la liaison chimique, pourquoi les solides sont des solides. À vous, je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais quand je fais des conférences grand public, les gens sont toujours sidérés d'apprendre que la physique classique ne comprenait pas que la matière était stable, puisque les charges positives et négatives s'attirant, la matière devrait s'effondrer. Il faut la mécanique quantique pour comprendre tout ça. Donc elle accumule les sujets, les succès. Alors ici, c'est un peu un anachronisme par rapport à la mort de nos 2 héros, mais pour nous, c'est quand même intéressant de voir que non seulement la physique quantique a permis de comprendre un nombre phénoménal de phénomènes, mais en plus, elle a permis d'inventer des systèmes révolutionnaires qui ont nom transistors, circuits intégrés et lasers, qui sont quand même à la base de la société de l'information et de la communication. J'insiste là aussi dans mes conférences grand public, ce n'est pas un bricoleur dans un garage en Californie qui a inventé le transistor. Ce sont les plus grands physiciens de la matière condensée, et s'y sont mis à plusieurs prix Nobel pour inventer le transistor. Donc, je veux dire, la mécanique quantique, c'est extraordinaire. Et puis, je pense que cette dernière ligne est extrêmement importante. Einstein n'est pas en désaccord avec le formalisme quantique. Il veut juste l'interpréter différemment. Alors vous êtes un jeune gars, ambitieux, vous utilisez la mécanique quantique, elle vous permet d'interpréter, de comprendre un tas de phénomènes que vous observez dans votre laboratoire. Vous savez qu'il y a une discussion entre Einstein et Bohr, mais vous savez que même Einstein qui n'est pas d'accord, il est quand même d'accord avec les mathématiques que vous utilisez tous les jours. Donc vous vous dites, quand je serai vieux et à la retraite, je réfléchirai à ça, mais en attendant, utilisons la mécanique quantique. Donc il ne se passe rien. Donc vous avez là une photo célèbre où vous avez Bohr et Einstein qui sont en train de discuter, on ne sait pas de quoi, on n'a pas la... Voilà. Et puis en 1965, apparaît sur la scène John Bell. Alors John Bell, qui est un très grand théoricien, qui a fait des choses d'une sophistication extrême, a fait ici quelque chose d'une simplicité, j'ose pas dire biblique, parce que la Bible, c'est pas tellement simple, mais bon, d'une simplicité absolue. Il a dit, prenons au sérieux les idées d'Einstein. Imaginons que vraiment les 2 photons, quand ils sont émis, ils ont une propriété commune, lambda. Et je vais construire un petit modèle pour voir comment ce lambda me permet de décrire les corrélations. Donc, je dis que quand un photon avec la propriété lambda arrive ici, eh bien, il doit y avoir une fonction bivaluée, dichotomique, donc une fonction qui peut valoir seulement plus 1 ou moins 1, qui est fonction de lambda et qui est fonction aussi de l'orientation du polariseur. C'est logique. Donc pareil, il y en a une de l'autre côté, et puis évidemment maintenant il faut décrire le fait que les paires sont émises avec tous les lambdas possibles. Donc je prends l'hypothèse la plus simple, c'est que ma distribution de probabilité pour les lambdas est une distribution aléatoire, naturellement elle est positive, elle est normée à 1, etc. Et si j'ai ces fonctions explicites, alors il est très simple de s'apercevoir que la corrélation n'est pas autre chose que la moyenne du produit de A et de B. Bon. Alors je vais vous donner un exemple ici. Donc ceci n'est pas la démonstration générale, c'est juste un exemple que je vous donne. Si je vous laisse 10 minutes pour réfléchir, peut-être même il y en a qui le feront en 2 minutes, et je vous dis essayez d'inventer un modèle, vous allez tous, surtout si vous êtes opticien, vous dire bon, ben, on va admettre que les 2 photons ont la même polarisation, quoi que ça veuille dire, ça, non, voilà. Si le photon arrive avec une polarisation qui est parallèle au premier axe du polariseur, il va sortir en plus 1. S'il est perpendiculaire, il va sortir en moins 1. Et où je mets la frontière entre les deux? Ben, 45 degrés. Hein. Si c'est à moins de 45 degrés, ça fait plus 1. Si c'est plus de 45 degrés, ça fait moins 1. Et bien, quand vous faites ce modèle et que vous prenez une densité de probabilité qui est de révolution, invariante par rotation, et bien figurez-vous que vous obtenez la courbe rouge qui est là, qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'elle vous donne la corrélation totale pour l'angle 0, elle vous donne la corrélation totale pour l'angle 90 degrés. Le fait que ça vaut moins 1 pour 90 degrés, ça veut dire que plus 1 correspond à moins 1, mais comme on l'a tourné de 90 degrés, ça veut dire que ça correspond à ça, d'accord? Donc, et puis ça vous dit qu'au milieu, il y a une corrélation de mur, et vous avez ici la prévision de la mécanique quantique, je vous avais dit qu'elle serait importante à un moment, qui est le fameux cosinus de 2 fois l'angle.
Donc vous voyez, c'est pas mal. Pour un modèle aussi simple, pour un premier coup, hein, vous avez la corrélation totale, la corrélation totale, la corrélation totale, et 0 au milieu. Et entre les deux, ça s'éloigne un peu, mais on ne va pas en faire un fromage. On va aller trouver le copain théoricien qui connaît toutes les fonctions spéciales du monde, les fonctions de Hankel, de Bessel, de machin, de trucs. On va lui poser, et le gars va bien nous trouver quelques fonctions spéciales qui vont nous arrondir la courbe. Alors, est-ce que vous croyez qu'on peut faire ça? Eh bien, le résultat de Bell, et c'est le théorème de Bell est là, c'est... Non, voilà le théorème de Bell. Impossible de trouver un modèle qui fait que la courbe rouge va s'ajuster en tout point à la prévision de la mécanique quantique. Ça peut s'ajuster à la prévision de mécanique quantique à un certain nombre de points, mais pas à tous les points à la fois. Donc, comment ça marche, le théorème de Bell? Donc, le théorème de Bell dit il n'y a pas de théorie à variable cachée locale, je vais revenir sur ces termes un peu plus tard, qui est capable de reproduire les prédictions de la mécanique quantique pour l'ensemble, pour toutes les orientations. On n'arrive pas à annuler la différence partout. Alors, comment marche le théorème de Bell? C'est un petit calcul qui prend exactement 2 lignes, mais je ne vais pas le faire parce que je m'aperçois toujours que ça coupe le fil de... Mais venez à la fin, je vous l'expliquerai. Le calcul, c'est vraiment... ça se fait sur un coin de tableau. Hein. Vous avez un calcul qui dit que si vous avez, pour n'importe quel modèle, pas le modèle particulier qu'on a vu, n'importe quel modèle, vous introduisez un grand A qui vaut plus 1 ou moins 1, un grand B qui vaut plus 1 ou moins 1, et un lambda avec une distribution de probabilité, alors Bell est capable de démontrer qu'il y a une combinaison de coefficients de corrélation, ici, qui va être contrainte à être entre moins 2 et plus 2. Alors c'est quoi ça? Je prends 2 orientations du premier côté, A et A'. Je prends B et B' de l'autre côté, je fais les 4 combinaisons possibles. Je fais la mesure AB, je fais la mesure AB', la mesure A'B, la mesure A'B'. Je fabrique ça, et vraiment, c'est 2 lignes de calcul pour démontrer que S ne peut pas être plus grand que 2, ne peut pas être plus petit que moins 2. Alors, vous allez me dire, pourquoi ici il y a un signe moins? Il s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. C'est ça le coup de génie de Bell. C'est d'avoir trouvé qu'il fallait mettre un signe moins ici. Il a dû essayer plusieurs trucs quand même, parce que je pense qu'il avait l'intuition. Donc, il a dû essayer plusieurs trucs. Et à la fin, il y a ça. Alors maintenant, revenons à la prévision de la mécanique quantique, celle que je vous ai expliquée, qu'elle jouerait un rôle. Et prenez ce cas particulier d'orientation. Donc, vous mettez pi sur 8 entre A et B, pi sur 8, etc. Donc, l'angle double, c'est pi sur 4. Tout le monde sait que le cosinus de pi sur 4, ça fait 1 sur racine de 2. Donc, vous avez 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Maintenant, regardez AB'. Quand vous doublez l'angle, le cosinus vaut moins 1 sur racine de 2. On est d'accord? Donc, moins, ça fait plus. Donc, on a encore 1 sur racine de 2. Donc, maintenant, on a 4 sur racine de 2. Donc, 2 racines de 2. Et 2 racines de 2, c'est clairement plus grand que 2. Donc je vous laisse encaisser ça. Donc c'est tout simplement, on a trouvé un contre-exemple. Donc ça suffit à montrer que ce n'est pas possible. Donc, quel que soit le modèle, j'insiste, à variable cachée locale, je vais revenir sur ce terme, S ne peut pas dépasser 2, or la mécanique quantique dépasse 2. Donc il n'existe pas de modèle à variable cachée locale qui peut me rendre compte de toutes les prévisions de la mécanique quantique. Bon. Ça veut dire que maintenant, la discussion entre Bohr et Einstein, ce n'est plus une question de préférence, ce n'est plus une question de position épistémologique, c'est devenu une question de physique qui peut être réglée en faisant la manip et en regardant ce que la nature nous répond quand on lui pose la question. Alors avant de se précipiter sur l'expérience, il vaut mieux quand même vérifier si Bell ne s'est pas trompé dans sa démonstration. Alors je vous rassure, il y a des milliers, des dizaines de milliers de physiciens, et beaucoup qui étaient tout à fait opposés à ce genre de choses, qui ont essayé de trouver des erreurs là-dedans. S'il y avait des erreurs, elles auraient été trouvées depuis longtemps. Alors regardons s'il n'y a pas des hypothèses implicites déraisonnables. Alors pour démontrer les inégalités de Bell, là aussi il y a des centaines de papiers, mais en fait, à la fin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'hypothèses pour démontrer les inégalités de Bell. Naturellement, il faut imaginer que chaque particule amène avec elle un ensemble de propriétés qu'on appelle lambda. Lambda, ce n'est pas un scalaire, hein, c'est tout objet mathématique que vous voulez. Elle amène avec elle un ensemble de propriétés, et ce sont ces propriétés qui vont déterminer le résultat de la mesure.
Alors, vous ne laissez pas impressionner par le mot déterminé, ça peut être probabiliste ce qui se passe ici. Ça n'a pas besoin d'être déterministe. Il y a des inégalités de Bell, même si c'est probabiliste. Mais en tout cas, le résultat dépend de ce qu'a amené la particule. Donc ça, c'est incontournable, c'est tout l'esprit pour essayer de comprendre les corrélations sans inventer des interactions à distance. Ça, on appelle ça une représentation, c'était la représentation d'Einstein, une représentation réaliste, locale du monde. Alors, que veulent dire les mots? Réaliste, ça veut dire qu'Einstein y croit qu'un système qu'on peut confiner dans un volume donné de l'espace-temps possède une réalité physique, c'est-à-dire que dans ce volume de l'espace-temps, on a l'ensemble des paramètres qui vont déterminer le résultat d'une mesure, quoi que je fasse. Je n'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs. Tout est là. Donc c'est une réalité physique locale au sens, c'est dans un volume confiné de l'espace-temps. Alors, Bell a fait remarquer en plus la chose suivante. Donc ça, c'est le fondement. Bell a fait remarquer la chose suivante. C'est que pour démontrer les inégalités de Bell, donc pour les curieux tout à l'heure qui me demanderont éventuellement de leur démontrer, on s'aperçoit très vite que pour que la démonstration marche, il faut que le résultat ici soit bien écrit de cette forme-là et que ça ne dépende pas de l'orientation de l'autre polariseur qui est éloigné. Alors c'est logique, c'est raisonnable, mais Bell fait remarquer que c'est une hypothèse qui doit absolument être faite. D'accord ? Et de la même façon, il ne faut pas autoriser la façon dont les paires sont émises, ici, donc qui est décrit par ρ de lambda, il ne faut pas autoriser l'émission des paires à dépendre de l'orientation des deux polariseurs. Donc, ce que nous dit Bell, donc voilà ce qu'on veut. On veut que A ne dépende pas de B, B ne dépende pas de A, et ρ ne dépende de A dit B. Et ce que nous dit Bell, et c'est ça qui a changé ma vie, cette petite phrase à la fin de l'article de Bell, Bell nous dit, si on pouvait faire une expérience où on change l'orientation du polariseur pendant que les photons se propagent, alors il n'y aurait aucune possibilité que le résultat que j'ai ici dépende de l'orientation de l'autre, parce que ça violerait directement la relativité. Voilà la remarque de Bell à la fin de son fameux article. Et en fait, Bohm et Aharonov avaient vraiment parlé de ça, dont Bell, qui était hyper honnête, cite Bohm et Aharonov, mais c'est d'une clarté remarquable chez Bell. Voilà. Donc, on est arrivé au point où on s'est convaincu que ce n'est pas n'importe quoi, le raisonnement de Bell, et donc on peut essayer de faire une expérience pour tester ces fameuses inégalités de Bell et savoir finalement si c'est la mécanique quantique qui a raison ou si c'est Einstein qui a raison. Alors, quand le papier de Bell a été écrit en 1964, curieusement, alors que la physique quantique avait amoncelé un nombre considérable de résultats, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun résultat expérimental disponible dans les journaux, dans des manips qui ont été faites par des gens, qui permet de tester les inégalités de Bell. Alors pourquoi? Alors j'ai donné ici deux raisons. D'abord, les inégalités de Bell s'appliquent à toute corrélation que vous pouvez à la fin interpréter par une théorie classique. Parce que je vous rappelle qu'il y a plein de situations quantiques qu'en fait on peut interpréter par des théories classiques. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous pensez à la mécanique, l'évolution des variables dynamiques dépend des conditions initiales. Donc les variables cachées, c'est tout simplement les conditions initiales, les positions et les vitesses au début. Puis après, tout ça se déroule. Donc c'est ça les variables cachées. Et quand vous pensez à l'électrodynamique classique, c'est la même chose. Tout ce qui va se passer dépend des charges et des courants à l'instant d'origine, ou enfin en arrière, dans le passé. Alors ça, on comprend bien, mais alors ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que dans la plupart des situations où on est convaincu, dur comme du fer, qu'on ne peut les comprendre qu'avec la mécanique quantique, eh bien, vous apercevez que les corrélations qui existent obéissent aux inégalités de Bell. Donc on s'aperçoit que les inégalités de Bell, c'est quand même un machin extrêmement général. Et donc, il faut aller fouiner pour trouver une situation dans un coin où le test est possible. Et ça, le mérite en revient à Clauser, Horn, Shimony et Holt, qui en 1969 ont fait une proposition précise. Et cette proposition précise, elle était faite avec des paires de photons, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. Donc on a eu trois périodes dans les expériences. Il y a eu ce que j'appelle les pionniers héroïques, avec des premiers résultats contradictoires.
Parce que Clauser, qui travaillait à Berkeley, a trouvé la mécanique quantique, mais Pipkin, qui était un grand prof d'Harvard, a trouvé contradiction avec la mécanique quantique. Alors vous voyez, Harvard, Berkeley, c'était intéressant. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la tendance en faveur de la mécanique quantique s'est dégagée suite à des expériences faites par Fry. Alors, je vous le donne en mille. Fry travaillait à Texas Agriculture and Mining University, à College Station, au Texas, là au milieu. Ben, Fry a fait une expérience où, pour la première fois, on utilisait un laser. Dès qu'on met un laser dans une manip, le rapport signal sur bruit s'améliore. Donc, il a commencé à trancher en faveur de la mécanique quantique. Mais toutes ces expériences étaient considérablement différentes du schéma idéal que je vous ai montré. Donc il fallait passer par un tas de calibrations intermédiaires et des choses comme ça. Et donc quand vous avez un débat fondamental, il vaudrait mieux quand même coller au schéma idéal. C'est pour ça que, après être tombé de la chaise quand j'ai lu l'article de Bell, qui est un article extraordinaire, à mon sens l'un des plus beaux articles que j'ai jamais lu, je me suis dit, je veux travailler là-dedans. Et qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux réaliser des expériences qui vont être le plus proche possible du schéma dont on a discuté ici. Donc pour ça, il a fallu commencer par construire une source de photons intriqués d'une efficacité sans précédent. Et ça a pris 5 bonnes années. En 79-80, ça a commencé à marcher. Et puis après, eh bien, on a pu développer. Je vais vous le montrer en quelques mots. Et puis, 82, donc c'est la fin des expériences d'Orsay, elles donnent leurs résultats, je vais vous en parler. Et puis, il ne se passe plus rien jusqu'à la fin de la décennie. Et là, en utilisant de nouvelles techniques d'optique non linéaire pour produire les photons intriqués, il y a une nouvelle salve d'expériences qui sont de plus en plus proches de la situation idéale. Alors, je vous raconte en 2 mots. La source de l'Institut d'optique, elle a bénéficié du développement des lasers, Gremberg, Cagnac, etc., qui avaient démontré qu'on pouvait faire une excitation à 2 photons. Pourquoi c'était important? Parce que ce qu'avaient identifié Clauser, Horn et les autres, c'est que si on pouvait porter un atome de calcium dans ce niveau, il n'avait pas le choix. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était émettre un photon vert et un photon violet, et le photon vert et le photon violet auraient le bon goût de sortir exactement avec la polarisation qu'on voulait. Donc tout le but du jeu était de porter là-dedans. Et avant l'invention du procédé à 2 photons, il était impossible de passer directement de ce niveau à ce niveau, parce qu'avec un photon UV, c'était une interaction dipolaire électrique, et l'interaction dipolaire électrique ne peut se faire qu'entre 2 niveaux de parité opposée, et ces 2 niveaux ont la même parité. Donc tout ce qu'on pouvait faire, c'était shooter vers des niveaux plus hauts, avec des photons UV, et on attendait que ça dégringole. Alors parfois, par chance, ça dégringolait par là, mais le plus souvent, ça dégringolait par ailleurs, et ça se terminait par celui-là. Donc vous aviez le 2e photon, mais pas le premier, c'était la soupe, puis il n'y en avait pas beaucoup. Donc en 1974, il y a 2 ou 3 équipes au monde qui inventent la technique de l'excitation à 2 photons, dont la technique de Paris avec Cagnac, Gremberg et Birabin. Et pourquoi ça marche? Parce que maintenant, quand vous empilez 2 photons, 2 transitions impaires, ça vous fait une transition paire. Le produit des 2 opérateurs impairs vous fait un opérateur pair. Et donc là, pour peu qu'on arrive à shooter exactement sur le niveau du haut, on arrive à l'exciter, et là, l'atome, il n'a pas le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est vous envoyer la paire que vous attendez. Alors, juste pour vous donner une idée, donc c'était une usine à gaz. Il y avait une enceinte à vide, des jets atomiques, plusieurs lasers, etc. Parce que ça, c'est un laser unique, mais ça, pour shooter dans le niveau du haut, il faut que ce soit un laser accordable. Donc, Georges se rappelle, c'était des années où c'était pas courant d'avoir un laser 1 MHz de largeur de raie et réglable parce qu'il fallait aller tomber sur la résonance. Donc tout ça n'était pas simple, mais à la fin, on y arrive. Et pour vous donner une idée, alors que dans les expériences de Clauser, il devait stocker, accumuler les données pendant une journée pour commencer à avoir un vague rapport signal sur bruit acceptable, ici, on obtenait 100 coïncidences par seconde. Ça ne vous impressionne peut-être pas, mais ça veut dire, comme vous n'avez qu'une fluctuation statistique et rien d'autre comme bruit dans ces expériences, en 100 secondes, on a 10 000 coups, donc en 100 secondes, moins de 2 minutes, on a 1% de précision. Donc là, on peut faire tous les tests qu'on veut, voilà. Donc, voilà. Alors, vous pouvez voir ça dans les vitrines de l'Institut d'optique. C'est un chef-d'œuvre des ateliers de l'Institut d'optique parce que
pour que l'expérience soit la plus concluante possible, il fallait des polariseurs qui passent le maximum de lumière de la bonne polarisation. Le problème, c'est que ceux-là, ils éjectaient la mauvaise polarisation, et ça, je savais que c'était un défaut des expériences précédentes, parce que toutes les expériences précédentes se faisaient avec un polariseur qui passait une polarisation et qui absorbait l'autre. Alors celui-là, il avait le bon goût d'être très efficace là, mais il absorbait l'autre. Néanmoins, avec ça, on a refait les expériences des prédécesseurs et on a vérifié avec une excellente précision la violation des inégalités de Bell qui avait déjà été établie raisonnablement par les autres, mais on a fait quelque chose de plus. Comme la source était toute petite, elle avait été construite pour ça, ça nous permettait de reculer les polariseurs. Pourquoi c'était important? Parce que vous aviez des gens, de temps en temps, il y a quand même un physicien qui se disait « Tiens, quand même, cette histoire Einstein-Podolsky-Rosen, c'est un peu bizarre. » Alors vous aviez des gens qui disaient « L'intrication, ça doit exister à l'échelle microscopique. » D'ailleurs, on sait bien que pour comprendre le spectre de l'hélium, par exemple, si vos deux électrons ne sont pas intriqués, il y a des lignes de l'hélium que vous ne comprenez pas. Donc ça doit exister dans le monde microscopique. Mais par contre, quand vous passez dans le monde macroscopique, ça ne peut pas exister. Alors, Didier Hoga, c'est quoi à votre avis l'échelle? Plus grand, petit, ça veut dire quoi? Alors, si le gars se grattait un peu la tête, il arrivait à la conclusion que la seule échelle qu'on pouvait trouver dans le problème, c'était la longueur de cohérence des photons. Alors ça tombait bien parce que le deuxième photon, durée de vie 5 nanosecondes, c'est une longueur de cohérence d'1,50 m. Donc, on a tiré les polariseurs à 6 mètres. Et là, en tirant les polariseurs à 6 mètres, on a continué à avoir la même violation des inégalités de Bell. Donc ça veut dire que même bien au-delà de la longueur de cohérence, eh bien on a ça. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gens font des expériences à des kilomètres, et même plus, les Chinois, à des centaines de kilomètres. Mais enfin, donc on a démontré pour la première fois que l'intrication survit à des distances macroscopiques. Et puis on s'est mis à faire un premier schéma qui ressemble vraiment à l'expérience de pensée. On a pu faire fabriquer quelque chose qui est complètement standard aujourd'hui, c'est des cubes séparateurs de polarisation. À l'époque, ça n'existait que pour les longueurs d'onde laser, et mes longueurs d'onde ne sont pas des longueurs d'onde laser. Alors je crois qu'il y a prescription, dont je peux dire que j'ai soudoyé un copain qui travaillait au laboratoire de Philips à Eindhoven, moyennant quelques bouteilles de vin, peut-être 2-3 boîtes de foie gras en plus, je veux dire. Le gars m'a fait faire, dans son laboratoire, des séparateurs de polarisation qui étaient exactement à la longueur d'onde dont j'avais besoin. Et donc maintenant, j'avais bien le résultat +1 et le résultat -1 de chaque côté. Pour la première fois, c'est la première manip. Et ça, c'était la thèse de 3e cycle de Philippe Grangier, qui est également professeur dans cette école. Alors, vous allez voir pourquoi c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, ici le polariseur, et puis un photomultiplicateur, l'autre. Alors vous notez que les photomultiplicateurs, ils ont une série d'écrans, cuivre pour éliminer les ondes de radiofréquence, plomb parce que vous avez des rayons cosmiques qui vous embêtent, etc. Enfin, ce machin, c'est balèze. Hein. Mais voilà, on peut tourner, et voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est extraordinaire? Parce que vous choisissez une orientation AB, vous comptez pendant 100 secondes, et vous avez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de calibration nécessaire. C'est une manip qui est auto-calibrée. Parce que la somme des 4 taux de coïncidence vous fait le dénominateur, et le coefficient de corrélation, vous l'avez en faisant n++ plus n moins les termes croisés. Mais c'est une expérience auto-calibrée. Alors ça, c'est le rêve pour un physicien. Parce que vous n'avez pas besoin de faire de calibration à côté, parce que quand vous faites des calibrations à côté, vous êtes obligé de vous assurer qu'il n'y a pas des fluctuations dans la source. Là, c'est auto-calibré. Donc c'est magique, si j'ose dire. Et donc le résultat, c'est que quand on a testé les inégalités de Bell, voilà la quantité S en fonction de l'angle. La courbe verte, c'est la courbe qui avait été calculée avant, en tenant compte des petites imperfections des polariseurs, de la manip, le fait que les angles solides ne sont pas infiniment petits, etc. Et vous voyez que les points vont se mettre magnifiquement là-dessus. Il y en a un ou deux qui sont à 2 sigma, la plupart des points sont à 1 sigma. Et si je regarde aux angles critiques qui sont pi sur 8, ici par exemple, eh bien j'ai S qui vaut 2,7, vous voyez l'écart type, donc on viole la limite de Bell par plus que 40 écarts type, donc il n'y a pas de discussion. Alors cette courbe me permet aussi d'insister sur le fait que si on ne disposait pas du théorème de Bell, eh bien on ne saurait pas où il faut aller regarder. Et il y avait eu dans la littérature une fois une expérience
avec des photons gamma émis par désintégration du positronium. Et ces photons gamma émis dans désintégration du positronium devaient présenter ça. Il y a des gars qui s'étaient dit, regardons la corrélation de polarisation. Alors, ce n'était pas facile, parce que c'était très dur comme manip. Donc, si vous n'avez pas beaucoup le choix, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites 0 degré, 90 degrés. Et à chaque fois, vous tombez à un endroit où les inégalités de Bell ne sont pas significatives. Ou 45 degrés, oui. 45 degrés, 90 degrés, 0 degré, c'est pas là. Il faut aller regarder à 22,5. Mais ils ne connaissaient pas le théorème de Bell à l'époque. Donc, ça vous montre que vous devez être guidé par le théorème de Bell pour savoir où aller regarder, là où vous pouvez avoir le maximum de violations. Alors, la dernière expérience qu'on a faite, je suis trop long, hein. La dernière expérience, mais on a commencé en retard. Ah. La dernière expérience qu'on a faite, c'était, Bell avait dit, il faut tourner les polariseurs vite. Alors ça pèse à peu près 50 kg. Donc tourner un machin de 50 kg en quelques nanosecondes, il vaut mieux oublier. Donc l'idée, ça a été de construire ici une sorte d'aiguillage. En fait, c'est un commutateur acousto-optique à ondes stationnaires. Donc une sorte d'aiguillage qui est capable soit de laisser passer la lumière, soit de la renvoyer sur le côté. Et pas dans la zone intermédiaire, ce n'est pas onde progressive, hein, c'est onde stationnaire. Donc ça va là ou ça va ici. Et donc, si ici je mets un polariseur dans l'orientation A, et ici un polariseur dans l'orientation A', on est bien d'accord que l'ensemble, à partir du moment où je change mon aiguillage, l'ensemble est équivalent à un seul polariseur qui va de A en A', qui revient de A' en A, etc. Donc ça peut fonctionner avec une période de l'ordre de 10 nanosecondes. Donc on a 10 nanosecondes entre deux basculements. Or ici j'ai 12 mètres et la lumière met 40 nanosecondes pour aller d'un bout à l'autre. Donc on remplit bien la condition. Alors cette manip est un peu moins miraculeuse que la précédente du point de vue rapport signal sur bruit parce qu'on laisse des plumes au passage là-dedans. Enfin bon, bref, il y a plein de raisons pour perdre du signal. Donc, il faut accumuler un quart d'heure au lieu de 2 minutes, etc. Bon, voilà. Le problème majeur de cette expérience, c'est que pour bien faire, il faudrait que la commutation soit strictement aléatoire. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont des générateurs périodiques. Alors, comme on n'est quand même pas idiot, on a pris 2 générateurs différents ici et là, avec des fréquences différentes et qui en plus dérivent indépendamment l'un de l'autre. Mais enfin, ce n'est pas un vrai tirage de nombres aléatoire. C'est comme ça, c'est tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. Donc on l'a fait. Alors ça, c'est le truc que j'ai construit, parce qu'évidemment, la compagnie qui avait promis de me livrer le commutateur magique, ils n'ont jamais réussi à le construire. Donc un chercheur, vous savez, quand ça veut vraiment un truc, ça se débrouille pour le faire, même si la société n'est pas capable. Donc voilà, on l'a construit. L'expérience donc a duré plusieurs heures, mais on a quand même trouvé un résultat convaincant. Les inégalités de Bell, on les a trouvées violées par 6 écarts types. Et pour la première fois, et pour longtemps, c'était la seule expérience pendant longtemps, chaque mesure était séparée de ce qui se passait de l'autre côté par un intervalle du genre espace au sens de la relativité, c'est-à-dire qu'aucun signal ne pouvait connecter les deux bouts, sauf à aller plus vite que la lumière. Alors, 3e génération d'expérience, c'est assez magique, ils ont réussi à arriver à faire ce qu'on appelle de la division paramétrique de photons. On envoie un photon ultraviolet, il se coupe en deux photons donc de fréquence moitié, à peu près moitié, et grâce à une condition magique, dans 2 semaines je fais l'amphi, vous pouvez venir voir, hein, je fais l'amphi aux étudiants, grâce à une condition magique qui s'appelle la condition d'accord de phase, les 2 photons n'ont pas le choix, comme dans ma source, à moi ils pouvaient sortir n'importe où. Là, ils n'ont pas le choix, ils doivent sortir dans des directions parfaitement déterminées. Et donc, ça veut dire que vos photons corrélés, maintenant, ils sortent dans des faisceaux très étroits et vous pouvez les attraper et les mettre dans une fibre optique. Si moi, j'avais essayé de mettre dans une fibre optique, il en serait passé un tous les 24 heures, quoi, et encore, les bons jours. Tandis que là, vous pouvez les injecter dans les fibres optiques et donc, 2 expériences en 98, dont on est quand même 16 ans après, hein, donc 2 expériences en 98, Gisin à Genève, alors là c'est formidable, Gisin a trouvé des moyens de compenser les défauts de fibres commerciales de Swiss Telecom. Il a réussi à emprunter le réseau de Swiss Telecom la nuit pour faire des mesures à 30 km de distance. Alors il semble que les Suisses, la nuit, ils dorment. Et donc à ce moment-là, tu peux confirmer, ils dorment la nuit ?
Il confirme. Donc les Suisses dorment la nuit, et donc Gisin, lui, pendant ce temps, il baladait ses photos intriquées sur le réseau de Swiss Telecom. Donc à 30 km, quelque chose comme ça. Et Zeilinger, lui, il fait une expérience dans un grand tunnel qui est sous une piste de l'aéroport d'Innsbruck, enfin je ne sais pas comment il a dégoté ça. Donc il tire ses fibres optiques, dont là il n'y a que 400 mètres ou 800 mètres, ou je ne sais pas combien, mais il y a un truc formidable dans l'expérience de Zeilinger que j'aurais rêvé de faire, mais on ne pouvait pas, c'est qu'il peut utiliser ici des rotateurs de polarisation qui sont pilotés par des générateurs de nombres aléatoires qui sont ici. Donc le choix de l'orientation se fait par des générateurs de nombres aléatoires qui sont ici. Et cerise sur le gâteau, c'est vraiment l'expérience que j'aurais rêvé de faire, et vous verrez qu'à la fin, si vous me posez la bonne question, donc je vous la suggérerai, vous verrez pourquoi c'est important. L'expérience est faite de la façon suivante. Ici, on a une horloge atomique et on stocke les résultats. On ne s'occupe pas de ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, même chose, on a une horloge atomique, à tel instant, l'orientation était ceci, et voilà ce qu'on a observé. Et quand la manip est finie, on ramène les deux séries de résultats en face et on observe la corrélation. C'est le rêve. Donc, résultat, il viole les inégalités de Bell par je ne sais pas combien. Beaucoup. Voilà. Donc, on peut conclure. Après, il y a eu des tas de discussions sur ce qu'on appelle les loopholes, c'est-à-dire des échappatoires. Alors, les détecteurs ne sont pas parfaits, ceci, cela, autre chose. Bref, ces divers échappatoires ont été fermés les uns après les autres. Et pour culminer en 2015 avec 3 expériences. Une à Vienne, c'est toujours Zeilinger. Une à Boulder avec des gens du NIST. Et une à Delft en Hollande. Et les 3 ont finalement produit une expérience dans laquelle les détecteurs étaient parfaits, il y avait des générateurs de nombres aléatoires pour choisir l'orientation, etc. Dans l'expérience idéale, si vous voulez savoir ce que j'en pense, j'ai écrit un viewpoint dans Physics. Physics, c'est une revue gratuite de l'American Physical Society. Je dirais que c'est concurrent des News and Views de Nature, mais Nature, c'est une revue payante par des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de faire de l'argent, alors que ça, c'est l'American Physical Society. Donc vous pouvez charger ça gratuitement sur Physics, et j'ai fait un long point de vue sur ces expériences, donc vous pouvez le lire. La conclusion, c'est que le réalisme local d'Einstein doit être abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, Einstein lui-même nous a donné la conclusion. Alors vous allez me dire quoi? Einstein n'y croyait pas? Si, Einstein y croyait à ce qu'il racontait, mais il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si je n'avais pas raison, si l'image réaliste locale n'est pas une bonne image, voilà ce qui vous tomberait sur le coin de la figure. Mais aujourd'hui, ça nous tombe. Donc voilà ce que dit Einstein. Donc ça, c'est une citation d'Einstein. Il écrivait en anglais à cette époque-là, parce qu'il était aux États-Unis depuis longtemps. Ou bien laisser tomber, donc ce qu'on doit accepter, c'est ou bien laisser tomber la nécessité de l'indépendance des réalités physiques présentes à diverses parties de l'espace, c'est le réalisme local, donc il faut renoncer au réalisme local, ou bien admettre que quand je fais une mesure d'un côté, ça change instantanément, c'est lui qui l'écrit, c'est pas moi qui le rajoute, ça change instantanément la réalité physique à la situation de l'autre côté. Donc évidemment, Einstein ne pouvait pas accepter ça, mais nous, on est bien obligés d'accepter quelque chose de cet ordre-là. À mon avis, c'est très voisin l'un de l'autre. Hein. Alors ça s'appelle la non-localité quantique, on en parle beaucoup. Il y a des gens qui préfèrent parler de holisme quantique. Par exemple, Philippe Grangier, je pense, préfère parler de holisme quantique. Alors holisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai 2 particules intriquées, elles forment un tout indissociable. On n'a pas le droit de dire j'ai une particule ici, j'ai une particule là. L'ensemble des deux forme un tout et c'est sur ça qu'il faut raisonner. Mais ça, c'est précisément ce qu'on voulait éviter parce que c'est ce qui se passe dans cet espace de Hilbert compliqué. Mais il y a des gens qui aiment bien dire ça. Alors en fait, c'est quand même très intéressant l'idée de quantum holisme. Pourquoi? Parce que l'idée de quantum holisme débouche naturellement sur l'idée que le contenu quantique d'informations dans des systèmes intriqués est phénoménalement plus grand, par phénoménalement je veux dire exponentiellement au sens scientifique du terme, que des concepts classiques. Donc, je pense que l'idée de quantum holisme elle est intéressante dans ce sens-là, parce qu'elle nous pousse, je vais vous le montrer en 2 mots. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien on va passer des concepts à la technologie. Alors, je ne vais pas passer 1 heure dessus. En quelques mots, quelles sont les composantes essentielles
de ces technologies quantiques, donc de l'information quantique plutôt. Le calcul quantique, Feynman-Deutsch, la cryptographie quantique, Bennett-Brassard et Eckert, la téléportation quantique et les simulateurs quantiques. Et les simulateurs quantiques, il y en a dans mon labo et il y en a un certain nombre. d'Alibar fait de la simulation quantique aussi, etc. Et donc voilà les gens qui ont lancé les idées. L'intrication est à la base de la plupart de ces schémas, et je vais vous en montrer un qui est le schéma de la cryptographie quantique de Eckert. Je trouve que c'est une illustration magnifique, après, pour ceux qui ont suivi l'exposé. Alors allons-y. Alice et Bob veulent communiquer. Et il y a un espion, un eavesdropper, c'est pour ça que ça s'appelle Eve, hein, tout le monde l'appelle Eve. Eavesdropper, celui qui pend aux gouttières pour écouter aux fenêtres. Donc, Alice et Bob veulent communiquer sans que le eavesdropper qui est là puisse intercepter leur conversation. Alors on dispose, pour l'instant il n'y a rien de quantique, on dispose d'un théorème dû à Shannon qui dit qu'il y a une méthode absolument fiable, c'est le one-time pad, les cryptographes connaissent ça. Alice et Bob possèdent deux clés strictement identiques, donc disons une série aléatoire de 0 et de 1. On code d'un côté avec la clé et l'autre décode avec l'autre, et c'est totalement inviolable à une condition, que le message ne soit pas plus long que la clé. Pourquoi? Parce que vous avez lu sûrement des romans policiers, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a réussi à lire les informations des Allemands, enfin, etc., la machine Enigma. En fait, les méthodes basiques de décodage des messages cryptés consistent à repérer la fréquence des signaux qui reviennent régulièrement. Et après, ils ont des tables, ils savent qu'en russe, telle lettre revient avec telle fréquence, en français, et donc ils identifient assez rapidement de quelle langue il s'agit, et on arrive à décoder comme ça. Donc, si vous ne voulez pas prendre ce risque-là, vous ne devez pas avoir un message plus long que la clé, parce que là, il n'y a aucune répétition. Donc, vous avez le problème, Alice et Bob, ils ont brûlé, si j'ose dire, leur clé, ils n'ont pas le droit de la réutiliser une deuxième fois, mais ils veulent encore communiquer. Qu'est-ce qu'ils font? C'est là qu'intervient la mécanique quantique avec la distribution de clés quantiques, Quantum Key Distribution. Alors, si vous avez bien suivi, vous allez comprendre qu'avec une paire intriquée de photons, eh bien, ça va tout seul. Vous vous rappelez ma petite histoire? Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus 1 ou moins 1, mais si c'est plus 1 ici, c'est plus 1 là, et si c'est moins 1, c'est moins 1. Donc, ça vous génère automatiquement les deux clés identiques. Alors, et en principe, il n'y a rien à voir, puisque jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus 1 ou moins 1. Alors quand même, tout le jeu de la cryptographie consiste à penser que l'adversaire possède la meilleure technologie possible et infiniment intelligent. Alors on se dit, l'adversaire, il pourrait faire une chose intelligente. Il met ici un miroir, il lit le résultat de sa mesure, et il renvoie un photon identique à ce qu'il a lu. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Il, en quelque sorte, fait apparaître une vraie polarisation du photon. On n'est plus dans une superposition, il fait apparaître une vraie. Et donc là, il y a une variable cachée dans le problème. Donc normalement, Alice et Bob, en faisant des tests, doivent détecter qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est quoi le test? Eh bien, c'est un test des inégalités de Bell. Donc les méthodes de ce que les gens appellent de sécurité inconditionnelle de cryptographie, donc vous avez des centaines d'articles sur le sujet. Mais l'idée de base de ces méthodes de sécurité inconditionnelle, ça consiste à ce que Alice et Bob, ils font tout un tas de choses, ils communiquent par radio publique et ils échangent les résultats qu'ils ont eus lorsqu'ils étaient dans les configurations correspondant aux inégalités de Bell. Et là, j'ai eu ça, ils testent si les inégalités de Bell sont violées, sauf si c'était juste le moment où l'espion disparaissait. Mais enfin, ça, l'espion, il n'était pas prévenu d'avance à quel moment il faisait le test, quand même. Hein. Donc, si les inégalités de Bell sont violées, ils sont certains qu'il n'y a pas d'espion sur la ligne. Donc, voilà un exemple de technologie quantique. C'est quelque chose qui est sans équivalent classique. Je vous rappelle qu'en cryptographie classique, vous êtes obligé de faire l'hypothèse que votre adversaire n'a pas une technologie infiniment meilleure que la vôtre, je veux dire, il n'a pas des ordinateurs 1 million de fois plus puissants que les vôtres, sinon il peut casser toutes les clés actuelles, ou bien qu'il n'y a pas un mathématicien génial qui a démontré un théorème que vous ne connaissez pas. Parce que qui prouve qu'il n'y a pas de théorème qui facilite la factorisation des nombres? On n'en sait rien, il n'y a pas de preuve.
Donc imaginez qu'il y a un mathématicien génial chez vos adversaires qui a trouvé un algorithme pour casser rapidement les gars. Ça peut se faire, d'accord? Donc la cryptographie classique repose sur l'idée que vos adversaires n'ont pas un niveau technologique et mathématique considérablement meilleur que le vôtre. La cryptographie quantique repose sur les lois fondamentales de la physique quantique. Donc, si un jour ça ne marche pas, c'est formidable, on aura enfin trouvé une faille dans la mécanique quantique. Donc c'est merveilleux. Bien. On a aussi posé ce problème avec Philippe et les gens d'Alibaba. Voilà, vous voyez, les polytechniciens sont bien éduqués. Malheureusement, les élèves ont eu une moyenne de 16 sur 20, ce qui était catastrophique pour le classement. Oui, mais c'est bon pour les profs, ça. Mais non, c'était très bon pour l'encadrement militaire qui s'est passionné, qui s'est dit que toute la guerre dans le Pacifique, etc. Ah ben, il est clair qu'aujourd'hui... Non, mais vas-y. Tu as cité ton expérience, qui a été un magnifique problème. Oui. Gilbert Gimbert, Oui, mais je me rappelle effectivement que vous avez posé ça. Et donc, il faut savoir que les gens qui s'intéressent à ça aujourd'hui, c'est qui? Ben, c'est bien sûr les militaires, les banquiers aussi. Alors, l'ordinateur quantique universel. L'ordinateur quantique universel, c'est quelque chose qui serait merveilleux et dont personne ne sait si ça marchera un jour. Alors, j'ai déclaré publiquement, je veux dire dans des assemblées avec des transparents, plusieurs fois au commissaire européen, que je me sentais vis-à-vis de l'ordinateur quantique universel dans la même situation que je me sentais il y a 30 ans vis-à-vis de la détection des ondes gravitationnelles. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit, mais le gap technologique est effarant. Bon, 30 ans plus tard, on a la détection des ondes gravitationnelles. Je n'ai pas dit que dans 30 ans, on aura l'ordinateur quantique. Mais en tout cas, c'est pour donner l'échelle de la difficulté technologique. Donc, on ne sait pas, mais il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans. Alors, quelle est l'idée de base? Je l'ai suggéré tout à l'heure. L'idée de base, c'est que, à partir du moment où on commence à intriquer des qubits, on se met à avoir un espace des états qui a une dimension phénoménale, et que donc on va pouvoir stocker là-dedans une quantité d'informations sans aucune commune mesure avec ce qu'on peut faire dans des registres classiques. Alors pour comprendre cette dimension phénoménale, c'est très simple. Si je prends 2 bits intriqués, donc j'ai un espace de dimension 4, plus 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, moins 1, moins 1. Si j'ai 3 bits intriqués, j'ai un espace de dimension 8. Donc si j'ai n bits intriqués, j'ai un espace de dimension 2 à la puissance n. Donc si j'en ai 10, c'est déjà dimension 1000. Si j'en ai 20, c'est dimension 1 million. J'arrête là, mais vous faites l'extrapolation vous-même. Ça veut dire qu'un ensemble de qubits intriqués, par exemple si j'en ai 20, eh bien en fait, je peux stocker là-dedans 1 million de composantes. En principe, après c'est pas facile à faire, mais je peux en principe stocker 1 million de composantes. Donc déjà, vous voyez que c'est une mémoire formidable. Et en plus, si je fais une seule opération unitaire bien choisie sur le système, je traite en parallèle 1 million de données. Donc l'idée de l'ordinateur, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais l'idée de l'ordinateur quantique, c'est ça. C'est le parallélisme massif qui est permis par cette taille faramineuse de l'espace de Hilbert associé à des bits intriqués. Alors il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a des tas de possibilités. Une possibilité qui marche pas trop mal, ce sont des ions alignés qu'on arrive à intriquer. Alors le record du monde, c'est 14 ou 16 ions intriqués. Tu penses que c'est plus? Bon, peut-être un peu plus, mais en tout cas, combien tu dis toi? 20? Je pense que c'est de cet ordre. J'ai lu plus. Non, mais il y a d'autres choses. Je pense que c'est de l'ordre de 20, peu importe. Peu importe, parce que quand vous discutez avec les théoriciens du sujet, bien sûr, ce sont des gens sérieux, bien que théoriciens. Ça, c'est pour mes amis qui sont en première rang. Ce sont des gens sérieux et dont ils disent, attention, rien n'est parfait, donc il faut des corrections d'erreurs quantiques. Alors, ça existe, les corrections d'erreurs quantiques. Et comme toute correction d'erreur, ça repose sur la redondance. Ça veut dire que mon qubit logique, au lieu de le coder sur un seul bit physique, on va le coder sur 10, 20, 30, 40, 50, 100 qubits physiques de façon à utiliser la redondance pour en faire un qubit logique. Résultat, quand vous discutez avec les bons théoriciens du domaine, ils vous disent que si on n'arrive pas à intriquer
100 000 bits physiques, on n'arrivera à rien de spectaculaire. Alors 100 000, sachant que le record est à 20, même à 40, on n'y est pas encore. Hein. Donc voilà, on est dans cette situation. Personne ne sait si, quand on va essayer d'intriquer un nombre de plus en plus grand de qubits, ça va être juste des difficultés technologiques, et là, je crois que pas après pas, on peut les surmonter, ou si à un moment donné, on va tomber sur un mur. Et si on tombe sur un mur, c'est fabuleux, parce que ça veut dire qu'on aura enfin compris où est la limite entre le monde classique et le monde quantique. Donc, dans les deux cas, c'est passionnant. Alors, ici, donc, je parle de deuxième révolution quantique. Je voudrais insister sur le fait que la deuxième révolution quantique, il y a deux concepts qui sont à la base. Il y a l'intrication, ça vous avez compris, j'en parle depuis le début. Donc l'intrication, c'est vraiment un concept nouveau comparé avec ce à quoi on pensait avant. Mais l'autre ingrédient incontournable et essentiel de la deuxième révolution quantique, c'est le fait que depuis les années 1970, eh bien, les physiciens ont appris à contrôler, observer, manipuler les objets quantiques uniques. Donc là, on contrôle les atomes avec l'AFM, ça c'est des photons uniques, ça c'est l'électron unique de Démel piégé pendant des mois, il le mesure, c'est des ions uniques piégés avec lesquels on observe les sauts quantiques. Alors ne croyez pas que c'est trivial, les jeunes de la jeune génération, et c'est très bien, ils pensent que c'est une évidence. Jusqu'à 1970, non seulement personne ne l'avait fait, mais la plupart des gens pensaient que ce n'était pas possible. Schrödinger, qui est quand même un des très grands pères fondateurs de la mécanique quantique, a écrit dans les années 50 pour raconter la physique quantique aux étudiants, on fait semblant d'avoir accès à des objets quantiques uniques. Mais évidemment, tout ça est absolument ridicule. Aussi ridicule que si mon collègue paléontologue venait me raconter qu'il a un dinosaure vivant dans une cage. Non, il faut savoir que les pères fondateurs ne croyaient pas que ce soit possible. Et du coup, on comprend qu'ils n'étaient pas trop gênés par le caractère probabiliste. Parce que si la mécanique quantique ne s'applique qu'aux grands ensembles, vous n'êtes pas gêné qu'elle fasse des prévisions probabilistes. Donc il a fallu qu'à partir des années 70, on commence à jouer avec des objets quantiques uniques. Alors quand je parle d'objets quantiques uniques, je veux dire les paires de photons dans les expériences que j'ai décrites. C'est des paires de photons individuelles. Il faut que vous soyez capable de séparer une paire de la paire suivante, parce que la corrélation, elle est entre deux jumeaux de la même paire. Elle n'est pas entre deux photons de deux paires différentes. Donc c'est ça les objets quantiques uniques. C'est soit un seul, soit deux intriqués, mais deux intriqués, c'est deux-là, et pas avec d'autres, etc. Donc voilà l'objet de la seconde révolution quantique. Et qu'est-ce que je peux raconter? Bon, là, c'est le baratin. Hein. C'est que la première révolution quantique, qui était basée sur la dualité ondes-particules, avec des très grands ensembles d'atomes, elle a été non seulement conceptuelle, mais technologique, hein, société de l'information et de la communication. Et est-ce que la seconde révolution quantique va nous donner une telle révolution? Eh bien, d'une part, l'Union européenne y croit. D'autre part, ces grandes sociétés. Il y a une société française, Malta quand même, qui s'est lancée dans l'ordinateur quantique, qui s'appelle Atos. Donc voilà, donc des grandes sociétés qui se sont lancées là-dedans. Et puis, eh bien, il semble que ce qui doit se passer, comme d'habitude, c'est qu'on essaye d'utiliser des systèmes naturels qui nous sont donnés par la nature, par Dieu le Père, par qui vous voulez, dont on sait intriquer des photons, des ions, des atomes. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à réaliser des qubits artificiels. Alors vous avez par exemple le laboratoire de Daniel Estève et ses collègues à Saclay, où ils arrivent à réaliser des qubits artificiels par les méthodes de la micro-nano-électronique. Et pourquoi c'est essentiel? Parce qu'à partir de là, vous avez ce qu'on appelle les facteurs d'échelle. C'est-à-dire si vous arrivez à en faire 3, vous arriverez à en faire 30 avec toutes les méthodes habituelles. Voilà. Donc, on va passer des systèmes naturels aux artefacts, aux systèmes artificiels. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a encore du pain sur la planche. Et pour terminer, il faut que je dise que ces expériences des années 80 ont été faites avec deux ingénieurs formidables, un électronicien et un opticien, et puis deux jeunes huluberlus dont je vais vous montrer les photos actuelles, Jean Dalibard et Philippe Grangier, qui ont tous été professeurs à cette école. J'ai eu le bonheur de les avoir comme stagiaires, Philippe Grangier comme stagiaire d'un thésard de troisième cycle, Jean Dalibard comme stagiaire de DEA,
et militaire du contingent. Donc, ça a été un vrai bonheur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à ajouter? Rien du tout. J'ai à vous remercier. Alors, il y a évidemment un travail pratique à l'Institut d'optique où les élèves, toutes les semaines, harcèlent les photons et violent les inégalités de Bell. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai dit, d'abord ceux qui doivent partir s'en vont, mais pour ceux qui restent, je vous ai dit qu'il y avait une question très importante à poser, dont je la suggère, ça va gagner du temps, parce que tôt ou tard, quelqu'un va la poser. Alors, Pourquoi les Suisses dorment-ils le soir, c'est ça? Non. Non, c'est pas celle-là. C'est s'il y a vraiment une non-localité quantique, est-ce qu'on peut l'utiliser pour transmettre de l'information utilisable plus vite que la lumière? Donc vous vous la posez tous, cette question, donc je vais vous donner la réponse. La réponse est non. La réponse est non, et je vous montre pourquoi. Vous avez ici Alice et Bob, et ils voudraient bien transférer une information plus vite que la lumière. Donc vous avez Alice qui change brutalement l'orientation de son polariseur, et normalement ça change les résultats du côté de Bob. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça change les résultats du côté de Bob? Parce que Bob, lui, quand il regarde ces trucs, il voit plus 1 ou moins 1, 50%, 50%. Pour lui, ça ne change pas sa statistique locale. Pour voir un changement, Bob doit comparer ses résultats aux résultats d'Alice. Et pour comparer ces résultats aux résultats d'Alice, il faut que quelqu'un observe les résultats, prenne un téléphone et les communique les résultats. Donc il faut qu'il y ait un canal classique. Alors ça a l'air ridicule, mais ce n'est pas ridicule du tout, je vous dis pourquoi. Parce que, par exemple, dans les téléportations quantiques ou dans d'autres opérations un peu merveilleuses que les gens font dans les labos, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire vous avez un canal quantique où tout se passe comme si c'était instantané, mais pour compléter, pour terminer l'opération, il faut aussi un canal classique où je fais quelque chose ici, je prends le résultat, je l'envoie de l'autre côté et je fais à la fin une opération unitaire de l'autre côté. Ça, c'est la téléportation quantique. Donc, ce n'est pas ridicule du tout, cette affaire-là. C'est-à-dire, ça semble être la marque de fabrique de ces opérations quantiques à distance où, entre guillemets, on a la non-localité quantique. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est raconté ici, mais je pense que je l'ai raconté aussi bien que ce que j'ai écrit là. Et donc, arrivé à ce stade-là, vous devez vous dire, vous devez être déçu. Vous dire, ah bon, bah alors... Alors, je voudrais vous faire regarder tout ça d'un point de vue différent. Le point de vue de l'expérience de Zeilinger. J'ai insisté tout à l'heure sur l'expérience de Zeilinger. C'est quoi? Alice change rapidement ses orientations et elle stocke tous ses résultats et elle peut mesurer le temps à la nanoseconde près, elle a une horloge atomique. Bob fait la même chose. Et puis plus tard, vous avez un historien, enfin dans le futur, quoi, quelqu'un qui regarde leurs deux séries de résultats et en observant leurs deux séries de résultats, eh bien, le type s'aperçoit qu'il y a vraiment eu changement instantané. Ils n'ont pas pu l'utiliser, mais il est là. Et au fond, les expériences que nous avons faites, que j'ai faites en 82, que Zeilinger a fait en 98, ça revient à ça. Ça revient à regarder a posteriori, mais à dire oui, c'est bien passé quelque chose. Donc à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Mais, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que quand vous vous appelez Feynman, alors d'accord, aucun de nous s'appelle Feynman, mais on peut suivre son exemple. Quand vous vous appelez Feynman, une fois que vous avez reconnu que c'est vraiment un truc extraordinaire, vous vous dites, est-ce que je peux l'utiliser? Et j'aimerais bien vous citer une citation de Feynman à propos de ça, dans le fameux article qui est considéré comme la fondation. Feynman dit, mais finalement, est-ce que c'est un vrai problème ou pas, cette violation des inégalités de Bell? Et voilà ce qu'il écrit. Il ne m'est pas apparu évident qu'il n'y a pas de problème. J'ai du mal à définir le vrai problème, et donc je soupçonne parfois qu'il n'y a pas de vrai problème, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de vrai problème. Et voilà le plus important, et donc ça vaut la peine de creuser. Et je crois que c'est vraiment la leçon qu'il faut tirer de ça, et c'est une leçon que je donne à tous les jeunes. Si vous avez un truc qui vous décoiffe, ne vous dites pas
Non, mais sûrement que les anciens ont décanulé ça. Si c'était si bizarre que ça se saurait. N'écoutez pas ceux qui vous disent ça. Si ça vous semble bizarre, réfléchissez, il y a peut-être quelque chose à en faire. Voilà la leçon à en tirer. Je vous remercie.